à tous, bonjour. Encore moi, Célia Goviac, en direct du désert tunisien pour encore une petite interview Yes to Life. Je me retrouve, c'est la dernière interview dans le désert. Et là, je me trouve avec Virginie et Claire. Voilà, comme ça, je ne dis pas de bêtises. Virginie et Claire, que j'ai côtoyé depuis 9 jours dans le désert avec des joies et des pleurs. Non, juste la joie. quelques pleurs. En traversant par quelques ombres, mais de l'ombre, il ne manque pas dans le désert, tout comme la lumière ne manque pas, et j'adore ça. C'est les couleurs du désert, l'ombre et la lumière, et j'adore ça en fait, parce que c'est un chemin que j'ai parcouru depuis toute ma vie, de l'ombre vers la lumière. Et donc, Virginie et Claire, que je ne dise pas le contraire, ont accepté de répondre aux 3 petites questions Yes to Life. N'est-ce pas? Oui. Vous connaissez les questions? Non. Bien Non. sûr. Elles ne connaissent pas les questions, comme d'habitude. Aucune idée. Mais je voulais vous demander de vous présenter un petit peu, parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Une petite synthèse, juste pour qu'on mette, on sache un petit peu avec qui on est en train de parler, avant de répondre aux questions. Virginie? Ok. Alors, rapidement. Mon premier travail, c'était infirmière. J'ai travaillé un peu en France et pas mal ensuite à l'étranger, dans le milieu de l'humanitaire. Et suite à ça, j'ai travaillé, ça m'a intéressé, mais ça m'a beaucoup questionné sur l'être humain. Donc ensuite, je me suis posée en France et je me suis mariée, j'ai eu des enfants et je me suis intéressée je me suis questionnée sur qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Donc j'ai fait un parcours de psychothérapeute et je suis restée en France pendant à peu près 10 ans à me former, à exercer, tout en étant formatrice. Et ensuite, je suis retournée sur le terrain humanitaire en tant que consultante pour accompagner les équipes dans le domaine de la psychologie. Et je me suis intéressée aussi à safeguarding, c'est-à-dire dans les organisations humanitaires, on travaille sur la protection des abus de comportement. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 3 ans dans une organisation humanitaire britannique. Ok. Très intéressant. Tu as serpenté, on va dire ça comme ça. Ouais. Très intéressant. Et toi, Claire? Eh ben moi, j'ai fait beaucoup de choses aussi, très diverses et variées. Mais je parlerai que des 2 dernières parce que ce serait trop long. Et du coup, jusqu'à 2021, juillet 2021, j'étais prof d'anglais, mais j'avais créé mon école de langue et de traduction et d'interprétariat suite à la maladie de mon mari. Donc j'avais déjà changé de voie. Et après, avec le Covid, il n'y avait plus aucun sens d'enseigner et surtout, c'était impossible pour moi de mettre un masque ou de mettre un masque aux enfants ou aux adultes. Donc on a tout vendu. On avait acheté un camping-car en disant bon ben on va où on verra. On avait bien vendu la maison. Et finalement on a trouvé une petite ferme dans le Gers. Mais ça faisait 3 ans que j'avais appris la médecine chinoise. Et du coup je me suis dit bon ben ça va me laisser l'opportunité de finir mes études parce que c'était normalement 6 ans. Donc là j'ai terminé le premier round et maintenant je fais toutes les spécialités. Donc voilà. J'ai fait l'ophtalmo, la gynéco, la dermato, et là je vais faire la cancéro, la cardio, enfin bref. Ouais. Donc j'en ai encore pour quelques années, mais je peux déjà commencer à soigner, donc dans le soin. Mais je m'aperçois que même quand j'enseignais, j'étais dans le soin. Et que tous mes métiers que j'ai fait, parce que j'ai réfléchi, il y avait toujours quand même du soin derrière. Prendre soin de l'autre, c'est une sorte de leitmotiv de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà, même quand j'étais, et surtout quand j'étais maman. Je suis maman de 3 filles et j'ai adoré être maman. Je me suis arrêtée, j'en ai profité pleinement chaque seconde de mes 3 magnifiques filles. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est chouette. Bah, merci beaucoup pour vous présenter et pour vous en dire un petit peu plus. Ça me fait plaisir de savoir un petit peu plus parce qu'on n'a pas toujours le temps de passer du temps, de discuter. Il y a beaucoup de monde et le temps n'est pas si long que ça. Et moi, je suis toujours prise à droite et à gauche en plus. Donc, on y va aux questions Yes to Life. Alors, la première question concerne la vie. Oui, à la vie, mais à quelle vie?
Oui, Yes to Life, But What Life, c'est une œuvre que j'ai créée et donc les questions, elles sont soulevées par cette œuvre-là. Donc je les utilise les questions pour faire des petites interviews. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de répondre à ces questions et je vous remercie parce que ça participe à mon œuvre et ça participe aussi à ce qu'on est en train de vivre actuellement dans le monde. Et la première question donc, concerne la vie. Virginie, fais-tu partie des gens qui disent oui à la vie? Et si c'est le cas, comment tu fais cela? Alors je pense que oui, je dis oui à la vie. J'ai eu quelques périodes, pas longtemps, où à un moment je baisse les bras, mais je dis oui à la vie. Et comment je fais ça? Je pense que c'est beaucoup par mon activité professionnelle et par par moi apprendre comment dire, pour moi dire oui à la vie, c'est dire oui à moi dans la vie. Voilà, ça c'est vraiment, au début c'était oui à la vie, beaucoup tourné vers les autres, et là de plus en plus oui à moi sur cette terre et en vie. Waouh. C'est bien affirmé en tout cas. Et je pense que j'ai répondu. Moi, ah bah oui, voilà. C'est dans la boîte. et c'est très clair. Merci beaucoup. Toi, Claire? Mais ça ne laisse plus grand-chose parce que c'est un peu la même... je ressens profondément ce que tu as dit, Virginie, parce que moi, c'est pareil. Bon, j'ai toujours senti que c'était oui à la vie. Je nais, ma mère est dépressive, mais moi, c'est toujours, il faut que ce soit bien positif, total. Donc, oui, toujours à la vie, qui me paraît toujours fantastique et... worth living en anglais, vraiment ça en vaut la peine quoi qu'il arrive, mais pendant très longtemps c'était toujours tourné vers les autres et depuis peu j'apprends que c'est aussi oui pour moi et ça c'est tout nouveau par contre comme sentiment et comme décision de me centrer un peu plus sur moi, de m'occuper un petit peu plus de moi sans culpabilité, c'est très nouveau. Parce que voilà, je m'occupais de ma mère, je m'occupais de ma grand-mère, j'ai toujours été celle qui s'occupait de tout le monde, mais je le faisais avec beaucoup de joie, en tout cas, c'est l'impression que j'avais, parce que prendre soin fait partie de mon essence, ça je le sais. Donc c'était pas une imposition. Il y a un moment où on se dit, bah, quand même, voilà. Et le cancer est venu me rappeler à l'ordre, je pense. Allez, Claire, il est temps que tu t'occupes de toi. Je crois. Il était temps. Hein. Voilà. C'est le message que j'ai reçu. C'est comme ça que je l'ai interprété. Ça m'a permis de le dépasser, de le transcender. Ouais. Avec cette joie de vivre que, par contre, j'ai toujours ressenti profondément. Vraiment. Et ma mère me dit à la naissance, quand je suis sortie alors que mes parents étaient en plein chômage, c'était vraiment... Elle me dit, t'es arrivée et... Tu as soulevé comme ça et du coup, je sens que j'avais cette mission aussi de nettoyer, aussi de mettre en lumière, aussi de... Voilà, je porte ça. Et je suis tout à fait OK avec ça. Mais c'est tout nouveau là, de me recentrer un peu sur moi et de me dire un peu plus oui. Ouais. Mais c'est mieux vaut tard que jamais. Hein. N'est-ce pas? Donc je suppose que, excusez-moi, je suppose que le fait d'être ici au désert fait partie de ces décisions de s'occuper de toi peut-être tout comme toi, mais... Oui, en fait, j'étais déjà venue en avril dernier, quand Marie-Odile a annoncé l'été, donc avril dernier, c'était enfin, mars 2023, et Marie-Odile avait annoncé l'été 2022. Quand elle a annoncé ça, moi qui suis très trouillarde, hein, j'ai entendu l'appel du désert. J'ai dit, il faut que j'aille. Et à l'époque, Oliver, mon mari, était en béquille, et il dit, non mais jamais, on ira. Et puis, j'ai dit, non, c'est sûr, j'irai. Et j'attendais le moment où elle allait l'annoncer. Et finalement, elle l'a annoncé en janvier. Je l'ai même appelée 3 fois, alors que je ne voulais pas trop la déranger. Tu vas bientôt l'annoncer? C'est quand? C'est quoi les dates? Parce que moi, j'avais plein de formations, il fallait que je les cale. Et elle a annoncé début janvier, et j'ai dû être une des premières à m'inscrire. Et je voulais inscrire Oliver aussi, mais bon, il n'était pas partant, donc je me suis inscrite. Et puis après, Marie-Odile a répondu à toutes les interrogations qu'il avait. Et du coup, j'ai voulu l'inscrire l'après-midi, il n'y avait plus de place. Et du coup, je dis, je vais partir sans lui, on fait beaucoup de choses ensemble. Mais j'étais OK. Il fallait que j'y aille, de toute façon, il fallait que j'y aille. Et finalement, 3 semaines après, il y a eu un désistement et Oliver a eu sa place. Donc, à ce moment-là, je lui ai acheté aussi un billet, mais du coup, on n'était pas assis à côté dans l'avion. Ah bah, vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est pas mal quand même. On a quand même trouvé sa place pour Oliver. La vie et la vie. Voilà. Et cette année, on revient tous les deux en conscience. Il voulait revenir.
Et moi aussi, c'était évident. Mais elle nous avait proposé en avril, parce qu'elle avait dit qu'en avril, c'est pour ceux qui étaient déjà venus. Et en avril, c'était impossible. On avait un mois d'avril hyper chargé, plus. Donc, j'ai demandé pour novembre et elle m'a dit, écoute, normalement, c'est pour ceux qui ne sont pas déjà venus, mais si ton je suis le veut vraiment, il créera la chose. Et donc, en novembre, je me suis inscrite. Enfin, on s'est inscrits tous les deux. Et j'avais aucune nouvelle pendant 3 semaines. J'ai dit, bon, bah, peut-être que mon je suis a dit, bon, bah non, tu l'as déjà fait, il ne faut pas y retourner. Et finalement, j'ai envoyé un message. Elle m'a répondu, oh, si, j'ai pas eu le temps de te répondre, mais oui, il y avait de la place. Il y a eu de la place, donc vous êtes inscrits, vous venez. Oh, voilà. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et toi, Virginie, c'est la première fois aussi? Ouais. Et tu voulais venir depuis longtemps comme moi? Parce que moi, ça Non. faisait 4 ans que je voulais venir aussi. Non, moi j'avais pas envie. Le désert, on a parlé tout à l'heure de quoi, de préjugés ou d'idées, représentations. Et j'avais un peu une espèce de jugement négatif que je reconnais de ces gens qui avaient besoin de partir au désert pour mieux se connaître, qui prenaient l'avion, qui polluaient, qui dépensaient de l'argent. Je me disais, mais pourquoi aller dans le désert? Donc j'avais un peu ce truc-là, chacun fait son désert, qui n'a pas fait son désert, un petit peu. Et là, donc j'avais pas du tout envie d'y aller, j'avais pas d'appel. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, quand à un moment, si le prochain, oui. Mais il a fallu que je me batte contre mes représentations de cette espèce de mode d'aller dans le désert. Voilà, il y avait, mais je savais que je devais y aller, mais j'ai dû aller contre. C'était pas un appel viscéral. Voilà, c'était plus vas-y, un appel qui me disait oui, vas-y, et à déblayer mes jugements. Voilà. Et je suis très contente d'être là. Voilà, justement, la question que j'allais poser. Là, on est au 9e jour, c'est la veille du départ, donc tu es ton préjugé là, ça... Balayé. Tant mieux. À revenir. Yes to life. Balayé. Après, je comprends, mais donc ça, c'est balayé. Et donc, le bilan pour moi, ou c'est... Non, juste pour savoir par rapport à... Très contente d'y être. Voilà, super. Merci beaucoup. Génial. Alors, on y va donc à la deuxième question qui concerne l'œuvre d'art. Est-ce que pour vous, l'œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Qui commence? Toi, parce que comme je commençais par toi. Ah, je sais pas, ok. Oui, alors, oui. Après, comment, c'est... je suis pas une... Pour toi, comme quand tu regardes l'œuvre d'art, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te permet d'ouvrir quelque chose, un espace autre? Est-ce que ça te provoque quelque chose? C'est ça, élever la conscience dans ce sens. Justement, favoriser les questionnements, des choses comme ça, tu vois. Alors, par exemple, je sais que c'est pas centré sur ton livre, mais ton livre, j'ai été... j'aimerais bien les voir en vrai, parce que je me suis dit, c'est elle qui a fait ça. Vraiment, ça m'a questionné. Il y a quelque chose de très vibrant, donc j'ai vraiment envie de voir tes tableaux. Après, je pense qu'il y a quelques tableaux qui me... Déjà, c'est le fait que quelqu'un ait pris le temps de le faire. Il y a quelque chose qui me touche là-dedans. Et que quelqu'un puisse mettre en forme quelque chose d'intérieur autour de la beauté, autour d'un questionnement. Je pense que ça me connecte à cette recherche et cette envie de... je sais pas comment, j'ai pas réfléchi, mais il y a quelque chose qui est manifesté qui peut aller me chercher dans l'essence que l'autre a cherché à manifester. Ou peut-être quelque chose que tu ressens par rapport à ça, parce que ça fait un peu effet miroir des fois. Mais quelque chose que je ressens, mais qui du coup m'éveille que je ressens quelque chose, et m'éveille aussi la curiosité de comment chez moi ça peut se manifester. Ouais. Mais pas du tout artistiquement. Je ne sais pas être artiste. Mais pour moi, c'est une façon de faire qui peut-être, qui éveille ma façon, moi, qui va être plus dans l'action, la relation. Donc, je répondrai comme ça. Donc, c'est un oui. Très bien. Et aussi de savoir que alors j'ai des représentations ça dépend sûrement des personnes, mais que certaines personnes, c'est vraiment c'est viscéral, il y a cet engagement de manifester, et ça me touche. Oui, tout à fait. Merci, Claire. Alors,
Moi, j'ai toujours été touchée par l'art de façon générale, hein. Sauf par ce qu'on appelle art nouveau, art contemporain, du style Hardy, des contemporain. toilettes, des machins, tout ça, qui viennent vraiment me heurter et vraiment me heurter. Je peux pas aller dans des musées. On est allé au Guggenheim et autant j'adorais le building, autant dès que je suis rentrée dedans, j'en suis ressortie parce que ça m'allait pas du tout. Et parce que pour moi, en fait, ce que je ressens, alors tu parles de conscience, je l'ai pas évalué comme ça. Pour moi, c'est la beauté. Je suis très touchée par la beauté. Et donc, il y a des tableaux qui me font pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je les regarde et je me mets à pleurer. Cette beauté me touche. Alors après, je pense qu'il y a aussi une beauté vibratoire. Parce que ton tableau, par exemple, qui était derrière Marie-Odile et qu'elle a présenté, je n'avais pas fait le lien avec toi, on en a parlé. Il y avait quelque chose dans ce tableau qui, pareil, venait me toucher. Mais je ne peux pas dire que je savais que c'était un état de conscience du tout. Ça me touche, ça vient provoquer une émotion. Cette émotion, c'est souvent ou de la joie ou une tristesse. Il y a des tableaux qui me rendent carrément triste, mais il y a toujours de la beauté. Parce que, je ne sais pas, pour moi, l'art doit être beau. En tout cas, doit me faire vibrer cette beauté. Et si ça me fait pas vibrer, si je trouve pas ça beau, ben je passe la route. C'est pas pour moi, voilà. C'est pas pour moi. Après, tu parles de conscience. Je me t'ai jamais posé la question, jamais. Mais c'est vrai que je trouve que de plus en plus, les artistes sont peut-être inspirés ou peut-être que les artistes sont des visionnaires. Et j'avais lu quelque part que apparemment les artistes étaient la seule classe d'individus qui ne pourraient jamais être manipulés. Parce qu'en fait, ils manifestent, ils sont connectés directement à autre chose, du coup ils manifestent ce que eux ressentent, et du coup on ne peut pas du tout les manipuler, les corrompre, etc. Ils ne sont pas atteints par les courants parallèles. Exactement. Et je vois qu'effectivement, une de mes filles avait dû faire l'art pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait vraiment une manifestation de l'anti-nazisme en fait. Et il n'y avait que les artistes qui avaient ce courage. Enfin, ce courage, je pense qu'ils n'avaient pas le choix. C'était plus fort qu'eux, ils manifestaient. Parce qu'eux, ils n'ont pas ce filtre, ils n'ont pas le mental. Enfin, il y a du mental, mais il y en a moins. Et du coup, voilà, avec le recul, je m'aperçois effectivement qu'un artiste est peut-être presque un missionnaire. Là, toi, dans ton cas, c'est la confiance. Et c'est vrai que je ne l'avais pas visionné comme ça. Mais ça fait vraiment, ça fait vibrer quand on voit tes œuvres. L'œuvre là des Je suis, il y a cette espèce de... tu mets en page l'expansion que j'arrive jamais à décrire, parce que quand on fait là, le travail, je ressens un peu... Je sens bien que je m'expanse, mais en fait, tes œuvres le visualisent, cette expansion de conscience. Non, bah, tu m'apprends des choses. J'adore parce que je le ressens. Et c'est ça qui me fait vibrer. Et je trouve ça très beau parce que c'est très harmonieux. Un de mes profs de médecine chinoise, il est calligraphe. Et il nous faisait une démonstration un soir, parce que bon, quand on a reçu des patients toute la journée, on en a un peu marre, alors il nous fait des démonstrations de calligraphie. Et il nous disait, vous savez, pour un Chinois, quand son œuvre est réalisée, on n'a aucune idée. Parce que déjà, j'adore l'odeur de l'encre, l'odeur des machins. Quand tu rentres dans son atelier, ça sent tellement bon que déjà, tu sens que ça va être beau. Il dit, il faut en fait que le tableau provoque une émotion. Ah, je dis, ah bon, ok, d'accord. Et effectivement, j'ai réalisé après que les tableaux qui me font pas vibrer, ils me provoquent aucune émotion. Tu vois, quand je vois des toilettes ou des bouts de pilules ou de machins dans le musée Guggenheim, mais même, ça me donnait envie de vomir. Mais ça te provoque une émotion. Oui, mais pas une émotion, une émotion confortable. Mais en fait, c'est ça. L'œuvre, elle est là, quelle qu'elle soit, et elle va toujours provoquer quelque chose en toi. Une réaction. Et en fait, c'est la réaction que te mène au questionnement qui peut t'amener à la conscience. C'est pour ça que je pose la question dans ce sens-là. C'est un cheminement. En fait. Oui. Voilà. Oui, complètement. Mais le cheminement de conscience, pour moi, il est très récent. Oui, donc c'est pour ça que c'est très interpellant quand tu me demandes pour l'art ou quand on me demande pour autre chose, de me questionner sur la conscience. Et là, on le questionne beaucoup. C'est très nouveau. Voilà. Tu vois, on a sur le chemin. Ah oui.
Et c'est pour ça que je trouvais extraordinaire, en tout cas moi ça me met en joie de t'entendre témoigner, parce que je dis ben voilà, c'est quelqu'un qui vit en conscience, c'est ça. Oui, ben, tous les jours un petit peu plus, on va dire Oui. comme ça, parce qu'effectivement, je dirais ça, on est tous sur le chemin et être sur le chemin, c'est ça, c'est des petit à petit constater, comprendre. Je dis, il y a la, voilà comment, moi je dirais, il y a la rencontre, donc la connaissance, on apprend et prendre conscience pour pouvoir être en conscience à chaque pas. Et quand on est à partir de ce moment-là, on va être plus attentif à ce qui se présente. Et donc c'est tous les jours un petit peu plus, et ça peut être un brin. Voilà, une feuille qui tombe doucement, ou alors tous les dessins qu'on voit sur le sable, là, de toutes les petites bestioles qui s'y baladent, c'est des choses minuscules, mais qui sont d'une puissance extraordinaire. Et c'est très simple, en fait. C'est aussi de venir à cette simplicité. C'est simple. Tout va bien. Oui, mais toi, tu en es consciente depuis longtemps de ce que je peux capter, de ce que tu Écoute, dis. je sais pas depuis pour quand je moi, suis consciente. c'est plus récent. mais c'est bien, c'est génial. C'est génial qu'on soit sur ce chemin et qu'il y ait de plus en plus de gens qui y sont et qui s'y mettent et qui ne sont pas encore et qui disent ah quand même. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'espoir, parce que je me dis si moi j'ai pu m'éveiller tardivement, tout le monde peut le faire. Absolument. Tout le monde peut le faire. De toute façon, on se réveillera à un moment ou à un autre. Oui. Ça, c'est instoppable. Instoppable. I'm unstoppable. Je crois pas que c'est français, mais bon, je crois que j'ai pris le unstoppable de l'anglais. I'm unstoppable. Ça me va bien, ça me va bien. Ouais. Génial, merci. On le sent bien. Merci beaucoup. Allons-y pour la troisième question. La troisième question concerne l'actualité. Oh, non. Moi, je ne suis pas trop l'actualité. Ok, non, mais soyons concis. Okay. Voilà. Si vous ne voulez pas trop en parler, c'est juste, voilà. La question est très simple, c'est de savoir comment justement vous faites pour traverser ce moment charnière de ce monde, de notre monde, de l'humanité, enfin, tout ce qui se passe dans l'actualité, justement cette ombre et la lumière qui est partout. On parlait d'ombre et de lumière dans le désert. Je pense qu'on est dans ces moments charnières où il y a un balance entre ça. Comment vous faites pour traverser ça sans vous faire du mal? Moi, ça a été un enjeu dans le séjour dans le désert. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Parce qu'il y a une partie, quand tu disais oui, il y a une partie qui à un moment qui a dit non, comme une forme de découragement. Mais ma forme d'engagement qui était très de militantiste, je sens que c'est plus la façon de faire, et que ce que je vois de plus, parce que j'ouvre les yeux sur un monde que je n'imaginais pas aussi quand même nocif. Il y a vraiment quelque chose de nocif. Donc j'ai ouvert les yeux, mais pour moi ça me met dans l'exigence de ma présence sur Terre. Ça renforce ça. Oui. Et que c'est la réponse avec à la fois humilité, mais je sens que je reste concrète dans le monde autour, mais c'est vraiment la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse que moi m'éveiller à la lumière, la divinité. Ça me fait un peu bizarre, mais je ne peux plus ne pas m'engager là-dedans. Ouais. C'est bien. Moi, je dirais, on a tout quitté il y a 3 ans. Alors, Covid aidant, hein, mais on a tout quitté. Et on est dans un endroit où on prépare. On ne sait pas trop ce qu'on prépare, mais on sait qu'on prépare quelque chose. Alors, on le ressent un peu comme un lieu d'accueil. Parce que là, on retape. Et on sait que ça va accueillir. À un moment, ça va accueillir. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'on prépare ce monde de toute façon. Avant, je le préparais peut-être sans conscience. Et maintenant, je le prépare en conscience. Bien, je pense qu'on est en retard. Bon, très bien. Ok, en conscience. En conscience, et du coup, je me sens... Alors c'est vrai que j'écoute pas les infos, on n'a pas de télé, on n'a rien. On vit un peu coupé de tout, mais en même temps, on n'est pas coupé des autres. Donc, avec le soin, chaque fois que je rencontre quelqu'un, voilà, je les aide en les soignant et
j'ai l'impression en fait qu'en étant moi, comme tu dis Virginie, en restant soi et en ayant ce travail de conscience, ben, les autres ils le sentent. Oui. Ils le sentent et du coup ça les calme et ça les rassure. Oui. C'est comme je suis pas inquiète Oui. du tout. Je sais qu'on va vers un mieux, vers un plus beau, enfin vers tout ce dont j'ai rêvé depuis que je suis petite. Donc de toute façon j'y suis à 200%. Ça les rassure et du coup ils repartent calmés. Et moi je me sens pas du tout ni en danger ni quoi que ce soit. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine interview Yes to Life. Bye bye.